Chers amis des éditions Le Jardin des Livres, bonjour. J'ai le très grand plaisir de vous retrouver pour un livre qui est en train de devenir un événement, littéralement. C'est Adolf Hitler ou la vengeance de la planche à billets. Je ne pouvais pas imaginer une seule seconde que ce livre déclencherait un tel intérêt de votre part, de la part des lecteurs et des spectateurs, et bien entendu, nous vous remercions énormément. Je vais aborder un petit peu la genèse, comment je suis arrivé à ce livre sur Adolf Hitler. Alors, première chose, sans le livre Enquête sur l'existence des anges gardiens, que vous connaissez, sans ce livre, je pense que je ne m'y serais jamais intéressé. C'est uniquement parce que nous avions prévu de traduire ce rapport absolument inédit qui date de 1943, qui a été fait par l'ancêtre de la CIA, donc l'OSS, sur la personnalité de Adolf Hitler, parce que les services secrets américains voulaient impérativement savoir comment Hitler allait réagir dans différentes circonstances. Et pour ce faire, ils avaient besoin de connaître en fait sa personnalité et tout un historique, donc 20-30 ans d'historique, de ses réactions. Alors je précise, avant d'aller plus loin, que l'OSS a eu la bonne idée de mettre un espion dans l'entourage d'Hitler, et on l'a découvert en fait assez tard. C'est le capitaine Truman Smith qui a nommé, ou payé on va dire, un espion qui s'appelle Monsieur Engelhardt. Il n'avait pas besoin de le convaincre parce que c'est un Américain, donc diplômé de Harvard, qui s'est passionné pour Hitler et surtout ses idées, et qui est devenu l'un de ses très proches bien avant son avènement, ce qui explique pourquoi il a été nommé directeur des relations avec la presse internationale du bureau de presse d'Adolf Hitler. Donc, à un moment donné, il a été obligé de s'enfuir, on va dire ça comme ça, et c'est lui qui a fourni un rapport détaillé de 100 pages au service secret américain et qui a donné l'intégralité de l'entourage du premier cercle, d'une centaine de personnes avec lesquelles Hitler traitait sur une base quotidienne et à qui il donnait des informations. Alors ce rapport est très intéressant, il est traduit pour la première fois dans ce livre. Jusqu'à présent, bon, on voit pas trop bien le rapport entre Hitler, l'économie et les anges gardiens, mais si, c'est absolument évident parce que moi ce qui m'a véritablement, ce que j'ai découvert dans ce rapport de l'OSS, c'est que Hitler entendait une voix dans sa tête. Voilà, et ça, vous le savez bien, dans le livre Enquête sur l'existence des anges gardiens, il y a tout un chapitre sur ceux et celles qui ont été sauvés en entendant une voix dans leur tête. Donc c'est quelque chose de très important qui permet donc au sujet d'être sauvé dans des circonstances d'une dangerosité absolument extrême. Et en lisant le rapport, je découvre progressivement qu'en fait Hitler n'a pas été sauvé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, mais il a été sauvé de la mort, allez, je vais raccourcir, à peu près une 50aine de fois. Et la toute première fois où il a été sauvé de la mort, il avait 4 ans, il était en train de se noyer dans un lac gelé, et c'est le prêtre de l'église de la paroisse locale qui s'est précipité dans le lac pour le sauver. Et là, je me suis dit, waouh, c'est quand même incroyable, quoi. Le garçon est sauvé par un prêtre qui, techniquement, est le représentant de Jésus dans la communauté, qui a été intronisé, baptisé, etc., et surtout nommé prêtre. C'est la main de Dieu, la main du Christ, en fait, qui l'a sauvé. Symboliquement, c'était quelque chose d'extrêmement important. Et là, il faut mettre en corrélation avec Hitler, Gandhi. Gandhi, vous le savez, c'est celui qui a libéré l'Inde de l'occupation anglaise. Il l'a libéré, on va dire, sans violence, on va dire c'est vraiment son contraire, on va dire ça comme ça. Mais Gandhi entendait également une voix dans sa tête. C'est très important, vous avez même 1 ou 2 livres d'ailleurs qui ont été consacrés au sujet, et Gandhi lui-même en parlait ouvertement dans ses interviews. Il entendait une voix qui le conseillait dans sa carrière. Quand il devait aller en prison, il entendait cette voix qui lui disait de ne pas s'en faire, qu'il serait libéré dans quelques semaines ou dans quelques mois ou même 1 ou 2 ans. Enfin, c'était vraiment très précis. Et donc, j'ai quand même été extrêmement secoué. Parce que Hitler aurait pu figurer dans mon livre sur les anges gardiens au moins 40 fois, notamment en ce qui concerne l'épisode de la bombe qui a été mise sous une table, si mes souvenirs sont bons, en 43 ou en 44, et qui a fait d'ailleurs l'objet d'un film avec Tom Cruise qui s'appelle Valkyrie. Donc ça fait vraiment beaucoup de sauvetage absolument invraisemblable, et il est clair que Hitler avait un destin à accomplir. On ne peut pas le voir autrement. Il fut l'un des hommes les plus haïs de l'histoire. Des millions de personnes ont souhaité sa mort. Et quelques-uns ont tenté de mettre un terme à son règne de terreur.
Ce plan avait d'excellentes chances de tuer Hitler. De son accession au pouvoir jusqu'au dernier jour du Troisième Reich, il y a eu pas moins de 42 complots visant à tuer Adolf Hitler. Qui étaient ces assassins en puissance? Il fallait des nerfs d'acier. Comment s'y sont-ils pris? Et pour quelles raisons ont-ils tous échoué? Et là, j'ai commencé effectivement à m'intéresser au sujet. Vous savez que j'ai une quantité astronomique de livres sur l'économie. Et là, je me suis plongé en fait à ses débuts. Et c'est là où j'ai retrouvé donc le rapport du capitaine Smith. Et une des premières choses que Hitler lui a dites, c'est « La planche à billets est un crime de ce gouvernement ». Alors effectivement, la planche à billets, c'est un crime, et vous savez, vous le savez bien, ça fait 10 ans que je tiens cette revue de presse en fait, dans laquelle j'ai annoncé 6 mois avant l'explosion de Wall Street, où j'ai expliqué ensuite que la planche à billets, c'est un crime parce que ça allait détruire tout le système commercial marchand de notre société, et qu'on verrait des dizaines et des centaines de millions de chômeurs en plus. C'est ce qui se passe aujourd'hui même, je ne vais pas redévelopper le sujet. Et donc là, je me suis retrouvé d'un côté avec les Anges Gardiens, d'autre part avec la planche à billets, et ensuite tout un contexte économique qui est absolument fascinant. Mais regardez bien comment les médias, on va dire les vainqueurs, ont transformé ça pour effacer le rôle des banquiers de la finance internationale dans l'avènement de Hitler. On nous présente ça comme les années folles. N'est-ce pas merveilleux? À chaque fois qu'on vous parle des années 20, 24, etc., on vous montre les bals à Montparnasse, les bals musettes où tout le monde s'amuse, les femmes avec leurs jupettes vraiment très très courtes au ras des fesses et leur fume-cigarette, et ainsi de suite. On appelle ça les années folles, qui a donné cette idée que cette période allemande était une année pleine de folie, de création, et ainsi de suite, c'est merveilleux, les petits oiseaux chantent, voilà. Et d'ailleurs, c'est intéressant, il s'est passé la même chose en Angleterre. L'Angleterre, dans les années 50-60, était absolument décimée, les ouvriers ne gagnaient quasiment rien, et on appelle ça les swinging 60s. Des années 60, les swinging 60s, tout simplement parce que vous aviez, c'était l'avènement des premiers groupes de rock and roll, des Stones, des Beatles et ainsi de suite, et qui a été immortalisé par un photographe qui s'appelle David Bailey, que vous retrouvez d'ailleurs dans un autre livre que j'ai publié il y a 2 ans, qui s'appelle John Law, ou la planche à billets. Donc vous voyez, on retrouve toujours la même chose, et vous verrez également que David Bailey joue un rôle colossal dans la planche à billets moderne du dollar. On vous montrera une de ces photos. Impressed by Bailey's risque portrait, Alice asked him to shoot the cover of his new album, Billion Dollar Babies. For this, he needed a baby and $1 million in cash. He said, we're billion-dollar babies. We're like little kids that have all this money and don't know what to do with it. Alors, donc, on a d'un côté les Anges Gardiens, on a Hitler, on a une période complètement folle où il n'y a que de la planche à billets, où les Allemands ne peuvent plus survivre, ne peuvent même plus s'acheter à manger parce que les prix augmentent toutes les demi-heures techniquement. De 1922 à 1900 jusqu'à la fin 1924, il y a eu des dizaines de millions de suicides, je ne sais pas si vous imaginez, des dizaines de millions de gens qui se sont donné la mort ou qui se sont laissés mourir simplement parce que l'argent ne valait plus rien. Donc dans ce livre, je vous montre comment Hitler est né justement de l'usage de la planche à billets. La première planche à billets pendant la guerre de 14-18. N'oubliez pas, jusqu'à août 1914, la France comme l'Allemagne, et d'ailleurs tout le reste de l'Europe, était sous le standard or, c'est-à-dire que c'était des pièces d'or, des lingots d'or, les billets de banque étaient échangeables contre l'or, et à partir de août 1914, pour ne pas se retrouver par exemple dans une guerre napoléonienne, vous savez, qui durait une semaine ou 8 jours ou même 3 jours, il fallait se débarrasser de l'or, donc passer en mode monnaie de singe. La France a franchi le premier pas et elle a décidé de payer les soldats avec de la monnaie de singe. Et ça lui permettait de faire la guerre très très longtemps, même indéfiniment techniquement. C'est ce que vous voyez aujourd'hui d'ailleurs avec les Américains. Ils font la guerre indéfiniment un peu partout dans le monde. Les Allemands, voyant ça, ils sont partis, ils ont adopté exactement le même mécanisme. On appuie sur un bouton et on fait que de la monnaie de singe. Et tous les monuments aux morts que vous avez dans vos villages, dans le village de vos parents et de vos grands-parents, ou dans les gares ou sur les mairies
partout en France, hein, eh bien tous ces gens sont morts pour, on va dire, pour pas grand-chose, puisqu'ils ont été payés avec de la monnaie de singe. C'est absolument épouvantable. Et on ne parle même pas, enfin si je peux vous donner des chiffres, hein, puisqu'on les a dedans, le nombre de veuves, de handicapés, d'orphelins, etc., que le gouvernement a dû prendre à sa charge par la suite pendant une vingtaine d'années. C'est là où Hitler arrive, c'est-à-dire qu'en fait il termine la guerre et il va rencontrer dans une de ses missions d'espionnage, parce que c'est un espion, on va dire c'est un espion des RG, il se rend dans une brasserie de Munich dans laquelle il va trouver 15 intellos qui discutent de ce qui se passe en Allemagne, et il y a un homme qui s'appelle Gottfried Feder qui présente son livre qu'il vient d'écrire et qui s'appelle le Manifeste contre les chaînes de l'usure. De l'usure bancaire. Novembre 1923, 5 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne subit les conséquences de sa défaite humiliante. L'écrasante dette de guerre engendre une hyperinflation qui mine le pays. Une simple miche de pain coûte jusqu'à 400 milliards de marks. Le peuple allemand est en quête de fierté. Il a été humilié pendant des années et c'est un peuple très fier. Il veut que quelqu'un se lève et fasse de l'Allemagne une nation parmi les nations. Die große Zeit ist jetzt angebrochen. Ich weiß es, meine Kameraden, es ist euch wohl oft schwer gefallen, wenn ihr meintet, es müsse nun ein Wandel kommen. Und er kann nicht, und immer wieder muss er an euch Appell gerichtet werden. Es muss weitergekämpft werden, es geht nicht. Hein, il a compris la technique de la finance de l'époque, et à partir de ce moment-là, il va partir en guerre contre la planche à billets. Au point que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la première chose qu'il va dire à l'espion de l'OSS, le capitaine Truman Smith: la planche à billets de ce gouvernement est un véritable crime. Et nous ne sommes qu'au début. Nous ne sommes qu'au début de la planche à billets. Donc il y a plusieurs choses dans ce livre, mais la principale que vous verrez, c'est que Hitler est véritablement né de la folie des banquiers allemands, précisons-le, hein, c'est pas que banquiers américains ou français ou d'autres. Les banquiers allemands auraient pu arrêter la planche à billets à un moment donné ou à un autre, mais ils ont décidé autrement. Ils ont décidé d'humilier la France à leur tour en ne la payant pas, même si l'économie finit par reprendre à un moment donné lorsque, à la fin de l'hyperinflation, eh bien c'est un deuxième coup près qui va permettre à Hitler de vraiment, là pour le coup, de prendre le pouvoir. Vous le verrez dans ce livre, c'est l'explosion de Wall Street en 1929. Pourquoi l'explosion de Wall Street de 1929 va amplifier le mouvement et toutes les paroles d'Hitler ? Tout ce qu'il dit à propos de la planche à billets et de la finance mondiale, c'est très simple. Beaucoup de capitaux américains ont été investis dans les banques allemandes, etc., afin qu'elles puissent financer la reprise économique. Les banques américaines prêtaient également de l'argent à la Reichsbank. Et après l'explosion de Wall Street, donc en octobre 1929, eh bien à partir du janvier 1930, il reste encore 3 ans, Hitler n'aura plus que 3 ans avant d'arriver au sommet. Et bien d'un seul coup, tous les capitaux américains se sont retirés. Vous savez, c'est comme tout un liquide. Imaginez la ville de Paris, d'un seul coup, l'eau se retire. C'est-à-dire tout l'usage de l'eau, on va dire je sais pas moi, des trilliards d'hectolitres. Et bien du jour au lendemain, il y a 60% qui est enlevé. Octobre 1929. La crise s'abat sur les États-Unis, puis sur le monde. On a trop produit dans tous les genres et dans tous les pays. Les ateliers s'arrêtent, faute de clientèle. On détruit les produits en excédent. Le lait est jeté au ruisseau. Le café chauffe les locomotives. Le blé, qui ne trouve plus d'acheteurs, est précipité dans la mer ou consumé dans de vastes brasiers. Pendant ce temps, les chômeurs mourraient de faim s'ils n'étaient aidés par la charité publique ou privée. Dans tous les pays, les manifestations des sans-travail se multiplient. Aux États-Unis, les anciens combattants marchent sur Washington. Troubles révolutionnaires à Cuba. En Angleterre, meeting monstre à Hyde Park. En Allemagne, où la crise ébranle une économie encore bien fragile, les banques assiégées par le public sont réduites à fermer leurs portes. Le régime nazi, que la crise a contribué à porter au pouvoir, lutte contre le chômage par des manifestations spectaculaires que préside le Führer. Deutsche Volk ist nicht mehr das Volk der Ehrlosigkeit, der Schande, der Selbstzerfleischung, der Gleichmütigkeit
und Kleingläubigkeit. Nein, Herr, das deutsche Volk ist wieder stark geworden in seinem Geiste, stark in seinem Willen, stark in seiner Beharrlichkeit, stark im Ertragen aller Opfer, Herr. Et du jour au lendemain, eh bien, l'Allemagne repart. Ils avaient à peu près 800 000 chômeurs. Et d'un seul coup, à partir des années 30, ils sont arrivés à 1, puis 2, puis 3 millions, puis jusqu'à 6 millions de chômeurs. Donc vous voyez bien que la Deuxième Guerre mondiale trouve toute sa genèse, toute sa source, littéralement, dans la liquidité. C'est le cas de le dire. C'est l'argent qui est enlevé ou l'argent qui est détruit. Mais dans tous les cas, c'est le système monétaire qui est totalement décimé et qui va affamer les Allemands. Quand on dit qu'il y a 6 millions de chômeurs en Allemagne, n'oubliez pas, à l'époque, les femmes ne travaillaient pas. Donc ça veut dire que quand il y avait 6 millions de chômeurs, c'était majoritairement 6 millions de chômeurs hommes. Et sur ces 6 millions, ça veut dire qu'en fait, il y avait à peu près, en fonction du nombre d'enfants, on va dire 18 millions d'indigents. Et là aussi, après l'hyperinflation que l'Allemagne a vécue avec la destruction de l'argent et toute la vague de suicides, eh bien c'est une nouvelle vague de suicides qui allait parcourir le pays parce qu'il n'y avait plus de travail et parce que, bien entendu, le gouvernement de Brüning de l'époque était incapable de faire face. Et c'est ce social-démocrate, un socialiste comme M. Hollande, eh bien, il a décidé de faire payer les sans-dents. Voilà. Ce sont donc les sans-dents qui se sont retrouvés avec la douloureuse. Et tous ces chômeurs, tous ces indigents, eh bien, ils se sont tous mis. Vous allez voir des photos derrière nous du livre, c'est très intéressant, notamment cette file de chômeurs. J'ai eu l'occasion de vous en parler, mais c'est tellement parlant, c'est tellement extraordinaire. Donc, l'objet de ce livre est de donner une dimension surnaturelle. Donc, on sort de l'historiographie habituelle des historiens qui veulent faire passer Jeanne d'Arc pour une hystérique, vous le savez bien. Je précise d'ailleurs que l'un des médecins qui avait examiné Hitler lorsqu'il a été mis en prison, où il écrira Mein Kampf, une des choses qu'il mettra dans son rapport, c'est qu'en fait, il parle d'une forme d'hystérie. Et tous les médecins modernes du fin 19e et surtout 20e siècle, en fait, ont taxé Jeanne d'Arc d'hystérique parce qu'elle aussi entendait des voix, je vous le rappelle. Et c'est le Premier ministre canadien, j'ai eu déjà l'occasion d'en parler, M. Lyon, je crois, de souvenir, qui va rencontrer le chancelier Hitler, donc en 1933 ou 1934, et qui lui aussi va dire « Je suis en présence d'une forme de Jeanne d'Arc ». Et il n'est pas le seul à le dire, puisque vous le verrez dans le rapport des espions américains, de l'OSS. Ici, on pourrait peut-être le comparer à Jeanne d'Arc. Et ce sont les espions américains, les psys américains, qui le disent. Ils le disent d'ailleurs à un autre moment. Hitler prétend entendre, donc j'aime bien le prétendre, parce que Gandhi disait aussi qu'il entendait des voix. Et j'imagine le MI5 a dû faire le même rapport sur Gandhi en disant Gandhi prétend entendre des voix pendant ses longues promenades en solitaire. C'est exactement ce qu'a écrit l'OSS. Hitler prétend entendre des voix pendant ses longues promenades en solitaire. Et j'imagine que les gardiens de ceux qui ont fait le procès Jeanne d'Arc, vous pouvez reprendre le procès, ils ont essayé de savoir quelle voix elle entendait. Je crois que c'était Monsieur Cochon, ça ne s'invente pas, qui allait la cuisiner à ce sujet. Donc, ce livre met clairement les pieds dans un environnement surnaturel. Pas moi, mais OSS. Les psychiatres de la CIA et qui ne savent pas comment gérer ces histoires de voix. Alors ils vont parler d'hystérie, etc. Peu importe, toujours est-il qu'il entend une voix et cette voix, comme on l'a vu tout à l'heure, elle l'a sauvé non pas une fois, 2 fois, 3 fois, mais quasiment 50 fois d'une mort certaine. Le plus intéressant d'ailleurs, c'est quand il a fait son putsch et lorsqu'il tenait là où on peut dire qu'il avait son ange gardien intervenu, c'est très net, puisqu'il aurait dû prendre une balle directement et en fait c'est son voisin. Ils étaient bras dessus, bras dessous dans la manifestation. C'est lui qui a pris la balle et cette balle a traversé son poumon et le poumon est allé disloquer, on va dire, l'épaule d'Hitler. Et d'ailleurs, beaucoup d'historiens ont écrit clairement, il aurait suffi de quelques millimètres ou de 1 ou 2 centimètres pour que le cours de l'histoire en eût été changé. Adolf Hitler est l'homme le plus populaire d'Allemagne et le plus craint et le plus détesté dans le reste du monde. En ce sens, il est la cible numéro 1 pour tous les assassins potentiels de l'époque. Après cette tentative avortée, Hitler estime l'avoir échappé belle. Il voit dans sa survie la preuve d'une intervention divine. Il se voyait comme le sauveur du pays.
épargné par le destin pour faire de grandes choses pour l'Allemagne. Chose que tous les historiens ont omis. Vraiment, ils ne supportent pas l'idée d'aborder ce sujet. C'est un sujet d'ordre surnaturel, d'ordre mystique, clairement dans la veine de l'enquête sur l'existence des anges gardiens. La partie espionnage, là vous êtes dans un SAS de Gérard de Villiers, puis encore à nouveau c'est pas moi, ce sont les espions de l'OSS. Vous avez tous les rapports du capitaine Smith qui sont extrêmement intéressants, et bien entendu toute la partie économique qui est traitée donc sur le point de la planche à billets, et vous allez voir à nouveau clairement à quel point l'usage d'une fausse monnaie par les gouvernements est un crime, puisqu'il détruit le tissu social. L'argent, ne l'oubliez pas, c'est la colle qui permet à toute une société de tenir. C'est l'huile qu'on met dans les rouages et qui permet à l'ensemble de tourner. À partir du moment où vous mettez du sable dans les rouages d'une horloge de précision, ça finit par se gripper. Et c'est exactement ce qu'on voit dans le livre. Et ces rouages sont grippés, pas par Hitler, mais par les banquiers fous, notamment par Rudolf von Havenstein, gouverneur de la Banque centrale d'abord, et bien entendu par tous les banquiers escrocs. Je pense notamment à John Pierpont Morgan, qui va fonder la fameuse banque JP Morgan de notre ami Blight Masters, que vous connaissez. Donc toute cette escroquerie monumentale de Wall Street qui va déclencher la guerre, qui va vraiment déclencher la guerre parce que Hitler, qui prophétise, qui accuse les banques, qui accuse la planche à billets et la monnaie de singe depuis 1919. In diesen Ländern regiert tatsächlich das Kapital. Das heißt, es ist eine Schar von einigen 100 Menschen letzten Endes, die im Besitz unermesslicher Vermögen sind und die infolge der eigenartigen Konstruktion des Staatslebens dort mehr oder weniger gänzlich unabhängig und frei sind. Denn das heißt, wir haben hier Freiheit und sie meinen damit vor allem freie Wirtschaft. Und unter freier Wirtschaft wieder verstehen Sie die Freiheit, Kapital nicht nur zu erwerben, sondern auch vor allem Kapital frei wieder zu verwenden. Frei zu sein in der Erwerbung des Kapitals von jeder staatlichen, das heißt volklichen Aufsicht, aber auch in der Verwendung des Kapitals frei zu sein von jeder staatlichen und volklichen Aufsicht. Das ist in Wirklichkeit der Begriff ihrer Freiheit. Und dieses Kapital nun, es schafft sich zunächst eine Presse. Sie reden von der Freiheit der Presse. In Wirklichkeit hat jede dieser Zeitungen einen Herrn. Und dieser Herr ist in jedem Fall der Geldgeber. Les Allemands le voient comme un prophète. Ils se disent, c'est l'homme de la situation, c'est l'homme fort. Et donc, ils finissent par lui donner le pouvoir. Vous le verrez dans le profil psychologique, c'est très intéressant. Mais j'ai reçu un mail hier d'une lectrice qui s'appelle Anne. Elle m'a dit « Votre livre me fait ressouvenir d'un témoignage curieux reçu de première main de quelqu'un qui a rencontré Hitler en personne au tout début de son ascension. » Alors écoutez bien. Ce vieux monsieur, donc monsieur Pierre-Louis Gahn, ami et contemporain de mes grands-parents, avait environ 70 ans quand j'avais moi-même une vingtaine d'années. Je vous rapporte ce témoignage, pourtant banal et dépourvu de sensationnel. C'est là où c'est intéressant d'ailleurs. À l'époque, donc les années 30, monsieur Pierre-Louis Gahn n'était pas encore peintre, mais il était journaliste. Hitler commence à être connu comme auteur et surtout grand orateur, plutôt que comme homme politique. Monsieur Gahn s'est retrouvé, je ne sais plus à quelle occasion, dans une salle où Hitler dédicaçait à la chaîne des exemplaires de son livre sans même lever la tête entre deux signatures, tellement il y avait de monde. Par curiosité, Gahn s'est mis dans la file d'attente et, arrivé devant ce type, comme il dit, il s'est passé ceci. Alors là, on cite Monsieur Gahn. « Je n'avais pas un livre, pas un papier à lui donner, à signer. Peut-être a-t-il senti un écart par rapport aux autres personnes qui faisaient la queue, mais il a levé la tête et m'a lancé un bref regard, droit dans les yeux. Et j'ai ressenti comme un choc. Et je l'ai salué, alors que ce n'était pas du tout mon intention. Immédiatement après, cela n'a duré qu'un quart de seconde, la foule m'a poussé plus loin et il a continué à signer à la chaîne. Sorti de la file d'attente, j'ai voulu comprendre ce qui m'avait pris et je suis repassé dans la file. Donc j'imagine qu'il a dû attendre au moins 40 ou 50 minutes avant d'arriver devant lui. Eh bien, cela est exactement identique la deuxième fois. Le coup d'œil fulgurant, le choc électrique et le salut automatique. C'est-à-dire que M. Gahn, qui ne voulait pas saluer Hitler,
se retrouve, regarde ses yeux, qui paraît-il, il avait un regard absolument stupéfiant, et il se retrouve à le saluer automatiquement alors qu'il ne le voulait pas. C'est vraiment très pertinent. Et il dit, et après, plus rien. Donc Anne nous dit, ce type, entre guillemets, il avait un pouvoir de fascination absolument extraordinaire. Et c'est vrai, parce que j'ai lu énormément de livres, vous pouvez l'imaginer, vous avez une bibliographie de plusieurs pages à la fin du livre, et vous avez surtout une filmographie qui est tout aussi intéressante. Et à nouveau, je vous le dis, parce que franchement, je me suis payé tous ces livres, entre guillemets, en lecture, parce que je me dis, mais il y a bien un historien qui va nous donner le contexte historique de la chose. Il va bien nous montrer que Hitler c'est pas parce qu'il était antisémite qu'il a pris le pouvoir, c'est pas possible. C'est strictement impossible. On nous le présente comme ça. Hitler déteste les juifs, donc il a pris le pouvoir, il y avait du chômage, il a pris le pouvoir. Voilà, c'est tout. Mais c'est faux, c'est archi faux. C'est totalement faux. Il a pris le pouvoir grâce aux banquiers. Et il faut le rappeler, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, il y a eu 3 faillites bancaires qui sont l'équivalent de la faillite de la société. Aujourd'hui, imaginez par exemple qu'en 6 mois ou 5 mois, la BNP fasse faillite, la Société Générale fasse faillite, et le Crédit Agricole fasse faillite. C'est pas rien quand même. Eh bien, c'est ce qui s'est passé dans les années 31, je crois, enfin 1931, oui. Et 2 ans plus tard, 1 an et demi plus tard, ils prenaient le pouvoir. C'était en janvier 33. Donc vous voyez bien que les banquiers jouent un rôle, ils jouent un rôle criminel. Leur crime a été effacé par les historiens, comme M. Costel et Mme Clark dans Apocalypse, et qui est narré par M. Kassovitz. Je pense que M. Kassovitz n'a jamais lu un seul livre sur l'histoire de Weimar, ou sur l'hyperinflation, ou ceux qui ont préparé le documentaire, ils sont passés vraiment à côté, ou alors c'est volontaire, je ne sais pas, peu importe. Toujours est-il qu'ils ne sont pas les seuls. Dans tous les documentaires que j'ai pu voir, et il y en a un paquet, je peux vous les assurer, depuis les années 70, il y en a j'ai même regardé celui qui était... vous avez Pierre Mondy, l'acteur Pierre Mondy, qui raconte l'histoire de l'avènement d'Hitler. Wall Street s'est effondré, il y a eu le jeudi noir, il y a du chômage, et il a pris le pouvoir. Mais c'est incroyable. C'est le révisionnisme total, où ils sont bêtes, ces historiens, parce que ne pas prendre le côté économique de la chose, de la vie de tous les jours des Allemands, où vous ne pouvez pas vous acheter à manger, où vous crevez la dalle et vous regardez les vitrines, et vous bavez devant les vitrines. Eh bien, ce sont des dizaines et des dizaines de millions d'Allemands qui ont bavé devant les vitrines pendant quasiment 10 ans. Est-ce que vous imaginez ça? Donc, ils ont fini par donner le pouvoir, effectivement, à celui qui allait remettre de l'ordre. Alors, et son programme était annoncé d'avance, il suffisait de lire Mein Kampf. Alors, justement, à ce propos, en ce qui concerne l'extermination des Juifs, là, il y a quand même un débat extrêmement intéressant. Il s'est passé quelque chose en 1938, ce sont les accords d'Évian, la fameuse conférence d'Évian, où vous avez une trentaine de pays qui se sont réunis dans le grand hôtel d'Évian, au bord du lac Léman. Il y a eu 130 journalistes, il y a eu 30 ONG, pour débattre s'il fallait accepter que tous les Juifs qui étaient en train de fuir l'Allemagne. Parce que n'oubliez pas, les sections d'assaut d'Hitler avaient commencé sérieusement à tabasser tout le monde, à détruire les boutiques des Juifs et ainsi de suite, alors que les Allemands n'en demandaient pas tant. Eux, ils allaient faire leurs courses tous les jours dans les boutiques et ils se moquaient éperdument de savoir si ça appartenait à un Juif, à un Tchécoslovaque, à un catholique ou un protestant. C'était pas leur propos. Mais Hitler avait expliqué aux autres pays qu'il voulait que les Juifs quittent l'Allemagne, qu'il sera prêt à même payer des paquebots de luxe en première classe pour que les autres pays les prennent. Donc je pense qu'il y avait je ne sais plus combien de milliers de personnes, 20 ou 30 000, peu importe. Eh bien figurez-vous que ces 32 pays, à l'exception de 2, donc en 1938, alors que tous les gouvernements connaissaient toutes les violences qui étaient faites aux Juifs, la preuve, puisque vous avez le film de Charlie Chaplin, le dictateur, qui le montre lui aussi, eh bien tous ces gouvernements qui étaient parfaitement au courant de toutes les violences, ils ont décidé, finalement, qu'ils les gardent, ces Juifs, nous on n'en veut pas. Les Australiens ont dit, texto, vous le verrez dans le livre, nous on n'a pas de problème de racisme, donc je vois pas pourquoi on va en importer en Australie. Les Alliés ont donné carte blanche à Hitler pour la question finale. Je veux dire, Hitler ne l'aurait jamais fait sans la permission, express, on va dire, non dite, non écrite, mais évidente via la conférence d'Évian pour ce qu'ils ont appelé la solution finale. C'est absolument, et ce qui allait se passer est absolument épouvantable. Les Alliés ont du sang sur les mains, c'est une évidence, vous le verrez dans le livre, et les Suisses
encore plus, puisque eux, en 1942 ou 1943, allaient changer leur réglementation pour venir en Suisse. Par exemple, les Allemands qui voulaient s'installer en Suisse, ils ont rajouté une case. Est-ce que vous venez chez nous pour des raisons religieuses? Alors évidemment, ils cochaient tous oui. Et comme ils ont changé leur réglementation, ils étaient renvoyés en Allemagne. Bing. Et bien entendu, les Allemands n'attendaient que ça. Et ils les ont décimés, ils capturaient toute leur richesse aux frontières, leurs lingots d'or, etc. Vous découvrirez d'autres choses en ce qui concerne les banquiers suisses qui sont les plus pourris de la planète, ça c'est clair. Je ne comprends même pas qu'ils puissent se regarder encore dans les yeux, hein, les banquiers suisses. Hein, c'est une horreur. Est-ce que tout ceci a été organisé d'avance? J'ai eu l'occasion de faire une vidéo il n'y a pas très longtemps sur un livre qui est sorti chez nous, qui s'appelle Thérèse Neumann, le Nouveau Testament par la vision de Thérèse Neumann. Sachez que Thérèse Neumann, dans les années 20-30, était une immense curiosité en Allemagne. N'oubliez pas, elle avait ses stigmates et surtout elle prophétisait. Et il y avait beaucoup de journalistes qui étaient venus, des journalistes allemands protestants, calvinistes, qui étaient venus la voir pour la dénoncer en disant que c'est une supercherie, que c'est un clown, qu'elle se verse du sang sur elle, j'en passe et des meilleurs. Et tous ont été littéralement stupéfaits par ce qu'ils observaient. Et il y en a même un, Fritz Gerlich, qui s'est converti, qui est devenu catholique techniquement, et qui est parti en guerre contre Hitler à travers son journal. Et bien entendu, il a été tué pendant la nuit des longs couteaux. C'est une période de l'histoire fascinante. Vous allez voir cette histoire d'un autre œil. Je n'en peux plus de la culpabilisation permanente que les Français vivent avec cette période de la Deuxième Guerre mondiale. C'est vrai qu'il s'est passé des choses absolument horribles. Franchement, en 1941, il n'y avait pas beaucoup de Français qui ont résisté. La plupart des maisons d'édition et des journaux étaient entrés dans la collaboration la plus totale. Vous verrez dans cette liste de tout un tas de noms qui étaient en collaboration, bien entendu, avec les Allemands, dont Tino Rossi d'ailleurs, hein, qui est le chanteur, hein, vous savez, oh petit Papa Noël, hein, dans l'air. Donc tous ces gens, effectivement, n'ont pas eu des comportements vraiment très nets, c'est le moins qu'on puisse dire. Et surtout, n'oubliez pas la justice française, les magistrats français, qui ont condamné le général de Gaulle à mort. Eh oui, ils l'ont condamné à mort. Bravo, la justice française. Ça, c'est des périodes qu'on veut absolument oublier. Et aujourd'hui, il y a une espèce de culpabilisation de toute la population française. Oui, vous avez collaboré pendant la guerre, donc vous devez accepter les migrants, donc vous devez être gentil avec tout le monde, etc. Et de toute façon, vous connaissez l'histoire, tous ces titres, hein, aussi bien que moi. Eh bien, je peux vous dire que ce livre remet sérieusement les pendules à l'heure, parce que quand j'ai fini de l'écrire, et je peux vous assurer que j'étais révolté, mais véritablement révolté sur la manière dont l'histoire a été réécrite. Et si vous regardez des documentaires, et je vous encourage à les regarder justement, vous verrez, ils ne parleront pas. Ils ne parleront pas de la faillite de la Creditanstalt, ils ne parleront pas de la faillite de la Danat Bank, ils ne parleront pas de la faillite cachée de la Dresdner Bank et comment même le chancelier Brüning a fini par péter un plomb. D'ailleurs, la Dresdner Bank, il en a pris le contrôle. Hein. Il a éjecté les héritiers de la banque en les traitant d'escrocs. C'est ce qui s'est passé à l'époque. L'histoire a été réécrite, révisée. Je parle bien entendu de la période 1919-1933. Il y a une partie également qui concerne les Suisses à partir de 1943. Mais vous ne verrez plus jamais la Deuxième Guerre mondiale comme avant. Je vous assure. Si vous avez eu des grands-parents qui sont encore vivants et qui ont participé à la guerre, je vous invite à leur envoyer le livre, hein, offrez-leur. Ils le verront autrement. De tous les témoignages des lecteurs me disent « Mais monsieur Jovanovic, mais comment ça se fait? Pourquoi? Moi j'ai lu plusieurs livres sur Hitler, ils n'en parlent pas. Ils parlent d'un peu d'hyperinflation, mais c'est tout. Et vous pouvez lire toutes les biographies sur Hitler. Vous verrez, la partie économique est biffée. Mais ils oublient simplement de mentionner les dizaines de millions d'Allemands morts de faim. Vous imaginez en France, tout d'un coup, parce que la France, tellement surendettée qu'elle ne puisse plus payer le chômage, ni le RSA, ni le truc, ce sont des dizaines de millions de gens qui mourront de faim. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, c'est ce qui risque de se passer dans le futur en France. Je vous le dis, parce que la France est tellement surendettée, elle est au même titre que l'Italie, les banques françaises finiront par tomber exactement comme les banques italiennes sont en train de tomber,
N'oubliez pas la Montepaschi, n'oubliez pas, je crois que j'ai déjà donné à peu près 8 banques italiennes qui sont tombées l'année précédente. Pourquoi? Parce que l'Italie est endettée à 130% de son PIB, hein, le fameux PIB. La France est arrivée à 100, mais je peux vous dire que techniquement, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Donc, en lisant ce livre, vous verrez le futur. C'est aussi simple que ça. Je vais chercher à résumer, mais il n'y en a pas. Vous verrez parce qu'il se passera la même chose. La Banque centrale, depuis 2015, d'ailleurs c'est amusant parce que mon livre 666 est sorti, je crois c'était en octobre 2014, et janvier 2015, le gouverneur de la Banque centrale européenne, M. Mario Draghi, qui est aussi fou que le gouverneur qui était sous Hitler, hein, le Havenstein, a décidé d'imprimer 80 milliards d'euros par mois de l'argent uniquement pour financer ses potes banquiers et financer des sociétés en faillite en Afrique du Sud, aux États-Unis et ainsi de suite. Mais ça ne va pas dans les rues, ça ne va pas dans les petits commerces, ça ne va pas aider les gens, hein, du tout, ne vous inquiétez pas, c'est que pour les plus riches. Ils sont en train de fabriquer exactement la même chose. C'est absolument horrible. C'est comme, vous savez les accidents qu'on voit au ralenti. Il y avait un film comme ça, ça se passait au Katanga. Hein, c'était sur ces légionnaires qui sont devenus des mercenaires au Katanga. Et à un moment donné, vous voyez un accident de train et vous voyez que le personnage principal, d'un seul coup, voit tout ça au ralenti. Et vous voyez la locomotive foncer dans le mur au ralenti, vous savez que ça va exploser. Et c'est exactement la même chose. Depuis 2008, depuis l'explosion de Wall Street, ils ne font que de la monnaie de singe, que ce soit les Japonais, que ce soit bien entendu les Anglais, hein, qui l'ont fait de manière constante, de 2008 à au moins 2012, et bien entendu la Banque centrale qui a repris le flambeau de 2015 jusqu'à ce moment où nous sommes, je suis en train de vous parler. Voilà, ils ont empoisonné le système. Le système, ils ne peuvent plus le sauver, c'est fini. Ce sont des drogués à la morphine, au crack, tout ce que vous voulez, à l'héroïne. Ils sont complètement drogués. Aujourd'hui, s'ils arrêtent la planche à billets, tout s'écroule. Voilà, c'est simple. C'est pour ça que vous avez les taux négatifs. C'est pour ça que vous avez des taux zéro qui sont en train de détruire l'épargne dans les assurances, les cagnottes des caisses de retraite et ainsi de suite. Et qui vont déclencher la guerre. Ma conclusion, c'est mon sentiment personnel, je l'ai écrit d'ailleurs dans le livre, c'est que Hitler a été utilisé par le destin pour compenser les centaines de trilliards de fausses monnaies qui ont été émises par la Banque centrale allemande depuis 1914 jusqu'en 1924, pendant une dizaine d'années. Donc, il faut que vous compreniez la logique de la fausse monnaie, de la planche à billets. N'oubliez jamais ça. Napoléon n'aurait jamais pu prendre le pouvoir en France s'il n'y avait pas eu le chaos économique, hein, l'hyperinflation. D'ailleurs, je vous invite à lire un autre livre, si vous voulez vraiment. C'est le pendant de ce livre, hein, c'est l'équivalent de ce livre. Ça s'appelle 1789-1799, la crise financière française, de Andrew Dickson White. Hein, vous verrez que c'est exactement le même processus. Les révolutionnaires français ont fait de la planche à billets. Bien entendu, ça a déclenché l'hyperinflation. Plus personne ne voulait accepter la fausse monnaie, les assignats et ensuite les mandats nationaux. Et ça s'est terminé par Napoléon qui prend le pouvoir et qui dit « De mon vivant, il n'y aura pas de monnaie papier, je reviens au standard or ». C'est quelque chose de très important, je voulais partager tout ça avec vous. Et contrairement aux autres économistes bidons qui n'ont jamais vu la crise arriver, hein, qui n'ont jamais averti le peuple, qui n'ont jamais averti leurs semblables, ils n'ont rien vu venir, mais ils nous expliquent aujourd'hui comment en sortir. Ça n'existe pas. Voici ce qui nous attend, c'est le futur. Et la planche à billets amène toujours un dictateur dans chaque pays. C'est Oswald Spengler, j'en ai parlé maintes fois, hein, qui nous l'a montré. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous remercie vraiment également pour votre présence lors des signatures. C'est vraiment, je remercie à tous les lecteurs de Vichy, d'Aix et de La Rochelle qui sont venus extrêmement par centaines pour fêter la sortie du nouveau livre. Et merci également à tous les lecteurs qui sont venus aux signatures avec Héloïse Bonamou et moi-même, aussi bien à Vichy qu'à La Rochelle ou à Aix-en-Provence. Voilà, nous avons été vraiment très très touchés et je vous donne rendez-vous aux prochaines revues de presse tous les lundis sur le quotidien.com et bien entendu pour d'autres vidéos sur de nouveaux livres pour le Jardin des Livres. Merci à vous et à bientôt.